Il est 16 heures, nous sommes jeudi le 16 avril. Bienvenue à Procure en parle, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de Procure, halte au cancer de la prostate. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Winston McQuaid, je suis porte-parole, je suis également ambassadeur de Procure depuis plusieurs années. Et comme à chaque semaine, j'aurai l'occasion, à chaque jeudi, j'aurai l'occasion d'interviewer un expert qui va sur le sujet du cancer de la prostate et dans le contexte actuel, évidemment, sur le sujet de la COVID-19, répondre à quelques-unes de nos questions, soulager peut-être votre âme dans le même contexte. Et aujourd'hui, notre invitée est particulièrement intéressante dans la mesure où d'abord elle est psychologue, neuropsychologue, elle est professeure associée à l'université de Montréal et j'accueille sans plus tarder Marika Audet-Lapointe. Bonjour Marika. Marika, j'ai une première question pour vous. Bonjour. J'ai une première question pour vous, à savoir, une question d'ordre plutôt général, à savoir quelle est la différence entre le stress, l'anxiété et la déprime? Je vous répondrai que dans les trois, il y en a deux qui sont des émotions et il y en a une qui est plus une réaction, une réponse que notre cerveau fait dans une situation où il se sent menacé et en danger. Il est possible d'avoir une réponse de stress et de ressentir de l'anxiété et parfois de la déprime. Donc, l'anxiété et la déprime sont plus des émotions, des émotions qui sont absolument nécessaires aussi à notre survie, à prendre soin de nous. C'est comme des signaux d'alarme. Et le stress, c'est plus une réponse que notre cerveau fait, souvent en ayant de l'anxiété qui vient avec le stress, pour nous permettre de se protéger dans une situation de danger. Les gens qui sont à l'écoute peuvent nous poser des questions en direct, car sur le site de procure.ca, il y a en bas de l'écran un endroit où c'est écrit Q&A, questions et réponses, questions and answers, comme on a l'habitude de le voir généralement sur les tribunes. Aussi, on peut le faire, si on veut, à distance, si on n'est pas tout à fait disponible pour être à l'écoute, c'est par le biais du courriel info@procure.ca. Alors, Marika, j'ai ici quelques questions de gens qui ont communiqué avec nous et je pose la première. Au début du confinement, j'avais une liste de choses à faire, mais plus on avance, plus je me sens fatigué et aussi démotivé. Est-ce normal et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous me permettez, Wilson, pour vous répondre, de faire un partage d'écran? Parce que des fois, ça aide de voir les choses avec des images. Donc, on va essayer, voir si tout va bien fonctionner. Alors, juste me dire si vous arrivez à voir l'écran présentement. Voilà, c'est fait. Oui, d'accord. Donc, je vais juste prendre ceci pour qu'on le voit en diaporama. Et vive la technologie. Je rappelle qu'on est en direct, hein, soit juste tout est pouvoir possible. le mettre en diaporama pour que vous puissiez mieux voir. Oui, je sais, tout le monde voit ça. OK, d'accord. Alors, pour ici, ça va répondre un peu parce que dans le fond, la question concerne les comportements qu'on a quand on est un humain. Donc, par exemple, vous m'exposez une personne qui a pris une façon de vivre avec la COVID-19 en se donnant plusieurs choses à faire. Donc, ce qu'on voit, c'est que nous, les humains, quand on fait face à des obstacles, par exemple le confinement, de tout d'un coup vivre avec la COVID-19, et même de faire face à un diagnostic de cancer, c'est tout à fait humain de vouloir faire des actions pour se sentir mieux. Et une des choses qu'on voit, c'est que l'humain a besoin de se sentir en contrôle, donc de faire des choses, d'avoir des défis bien précis. Ça peut nous donner une sensation de reprendre un contrôle et que, à quelque part, on réussit à donner un sens à ce qui nous arrive. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces genres d'actions-là, ça fonctionne très bien à court terme.
Pourquoi on dit à court terme? Parce que sur le coup, je me sens soulagée de ce qui peut me préoccuper. Je sens que j'ai une sensation d'un plus grand contrôle. Mais effectivement, on voit que ça revient à long terme. Les préoccupations peuvent revenir, l'ennui, l'anxiété, la quête de sens. Et là, on se retrouve avec une sensation d'être coincé. Comme si, peu importe ce que je vais faire, ça ne fonctionne pas. Et le scénario qu'on peut avoir à ce moment-là, qui peut nous aider pour répondre à la question, c'est plutôt que de se dire, mais est-ce que c'est normal? Comment ça se fait que ça ne me soulage plus? C'est peut-être de regarder, de porter son attention. Ici, on voit moi qui regarde. Donc, d'aller porter son attention sur, mais même en présence de ce que je vis, qu'est-ce qui continue d'être précieux pour moi? Un peu comme une boussole qui nous éclaire puis qui nous guide vers où je vais diriger mes comportements, qu'est-ce qui va me permettre de donner du sens. Et quand on se pose cette question-là, à ce moment-là, on voit un autre scénario qui arrive, une autre option qui peut se présenter à nous et qui est de faire des actions pour faire ce qui compte, ce qui me donne de ma boussole, de ce que je me suis donné comme étant précieux. On voit en ce moment que ce qui ressort comme étant le plus précieux, c'est d'être en relation avec les autres, d'être en connexion avec les gens qu'on aime. Donc, ça peut être une façon de voir, est-ce que c'est vraiment ma liste, le fait que je suis arrivée au bout de la liste qui me rend anxieux, qui me démotive, ou si c'est peut-être que j'avais fait cette liste-là pour essayer de me sentir moins anxieux. Et c'est là où peut-être que la personne se sent coincée parce qu'effectivement, l'anxiété revient. Alors, on sent comme on a une sensation d'échec à l'intérieur de nous. D'accord. Alors, la question suivante, on dirait que je couvre quelque chose qui ne se déclare pas. J'ai mal dans le dos, j'ai les intestins à l'envers, j'ai souvent des maux de tête. Est-ce que ça pourrait être du stress? Mm-hmm. C'est une excellente question. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les symptômes associés à l'anxiété ou au stress sont très similaires. Donc là, vous allez me voir chercher dans les diapos parce que j'ai moins accès à ce que normalement on a accès quand on regarde, mais on va faire avec. Donc, voyez-vous ici, j'ai un petit dessin. Voilà. Donc, ce que vous me décrivez comme sensations physiques, ce sont des sensations physiques qu'on peut retrouver autant quand on vit de l'anxiété. Hein? Par exemple, avoir une douleur à la nuque, avoir mal au ventre, avoir les sensations d'instabilité dans les jambes ou des sueurs, tout ce qui est marqué ici à l'écran. Et ces sensations-là peuvent aussi se retrouver quand on a une réponse de stress. Et ils peuvent aussi être associés au traitement que je reçois pour le traitement, pour mon diagnostic de cancer. Alors, c'est pas facile de savoir la différence entre tout ça. Une des premières choses qu'on invite les patients à faire, c'est vraiment de contacter leur infirmière pivot pour essayer de mieux saisir ce qui est attendu par rapport au traitement. Et ensuite de ça, de regarder les symptômes qui sont nommés sur COVID-19, le site du gouvernement, pour vraiment regarder les symptômes tels qu'ils sont nommés. Et c'est vraiment une danse qui est assez subtile entre est-ce que c'est de l'anxiété, du stress ou est-ce que je dois y porter mon attention? Comme psychologue spécialisée en onco, avec mes collègues aussi médecins, on a toujours le mot d'ordre que lorsqu'on a un doute, mieux vaut consulter l'infirmière pivot et le médecin autant que possible, encore plus dans un contexte comme la COVID-19. L'autre option, après avoir fait ça, c'est d'apprendre à ressentir ces symptômes-là. Un petit peu comme quand on regarde un coucher de soleil, hein, on n'essaye pas de résoudre un coucher de soleil, on prend plus le temps de le regarder, de l'apprécier. Alors, ça fait étrange parce que là, on parle de symptômes qui font peur, qui sont désagréables, mais le fait d'apprendre à les regarder, de les apprivoiser va faire en sorte qu'on va devenir meilleur soi-même à pouvoir distinguer est-ce que c'est une réponse de stress ou est-ce que c'est une réponse qui est physique et qui demande l'avis d'un médecin. Et c'est tout à fait attendu que ça soit un peu complexe parce qu'effectivement, les symptômes se ressemblent entre l'anxiété, le stress
et certains effets secondaires des traitements, par exemple. Et la prochaine question va aussi aborder d'une certaine façon ce que vous venez de dire. Mes suivis médicaux sont reportés. Je comprends la situation, mais le petit hamster, lui, ne comprend pas. Alors, mes nuits sont écourtées. Je ne sais pas comment le calmer. Évidemment, calmer mes inquiétudes. C'est une question, en tout cas, la personne qui a demandé ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette préoccupation que vous apportez démontre une chose très importante, c'est que vous êtes définitivement un humain. Les humains, c'est attendu qu'on se pose ce genre de questionnement-là, surtout dans une situation comme celle que vous vivez en ce moment. J'aurais juste voulu revenir peut-être à la présentation pour vous aider à saisir ce qui se passe en regardant c'est quoi le stress psychologique et comment ça se fait que notre petit hamster peut se faire aller justement. OK? Avec les genres d'exemples que vous venez de donner. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, de la façon qu'il est programmé, il fait en sorte que dès qu'on se retrouve dans une situation où il y a une de ces 4 composantes-là qui est marquée, que ce soit le C, c'est-à-dire une sensation que je n'ai pas le contrôle sur ce qui se passe. Alors ça, c'est un bon exemple. La personne vient de recevoir un diagnostic, puis étant donné la situation de la COVID-19, les traitements sont reportés. Donc, mes patients me rapportent qu'effectivement, ils ont l'impression de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passe. Il y a nécessairement de l'incertitude. C'est nouveau pour tout le monde. On est tous les humains, les soignants, les patients, on est tous dans le même bateau. On fait face à une situation qui est entièrement nouvelle. Et on peut avoir un ego menacé. Donc, l'ego menacé, ça peut être mon identité, mais c'est aussi le concept de vie et de mort, de qu'est-ce qui va arriver avec ma santé physique. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il suffit d'avoir une seule de ces composantes-là pour que notre petit hamster, il se fasse aller. Puis, pourquoi est-ce qu'il se fait aller, ce petit hamster-là? C'est directement relié avec le graphique que je vous ai montré il y a quelques instants, qu'on va retourner tout de suite. C'est celui-ci. C'est que les obstacles comme le stress psychologique ou ce que vous avez décrit fait en sorte que nécessairement notre cerveau va vouloir trouver des solutions, va vouloir se sentir mieux et c'est à ce moment-là que le petit hamster se fait aller. Donc, une des choses qu'on peut faire qui peut aider, c'est de ralentir et de prendre le temps. Tout à l'heure, je parlais de prendre le temps d'apprivoiser les symptômes physiques pour pouvoir mieux les distinguer. Ici, c'est d'aller apprivoiser qu'est-ce que mon hamster est en train de me dire, c'est quoi son besoin. Quand il me pose toutes ces questions-là là, sans arrêt ou qu'il revoit les choses dans le fond, qu'est-ce qu'il veut? Puis souvent, en ce moment, ce qu'il veut, vous allez le voir, c'est une sensation de sécurité. Il cherche à se sécuriser. Donc, après, la deuxième étape, c'est de se dire, bien, ce que je suis en train de me dire, ce que ma tête est en train de se demander, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça me permet de me sentir en sécurité dans le contexte? Dans un contexte qui est nécessairement, ça active nécessairement une réponse de stress. C'est humain de ressentir ça présentement. Alors, ce que vous nous suggérez, si je comprends bien, c'est d'établir un dialogue avec notre hamster, avec un dialogue avec ce qui, en somme, nous trouble et nous inquiète et nous rend anxieux, effectivement. Mais il y a une grande part de l'anxiété, je présume en tout cas, que cette anxiété-là est générée par beaucoup d'écoute de ce qui se passe en ce moment, non seulement au Québec, au Canada, aux États-Unis et à travers le monde, mais il y a là comme un flot d'informations absolument considérable. Est-ce que ça se peut qu'on soit trop accroché à ça? Est-ce qu'on ne devrait pas limiter notre écoute? C'est ça ma question. Elle est excellente, votre question, Austin. Et en fait, c'est ça l'avantage moi, j'aime bien appeler ça l'attitude coucher de soleil. Donc, vraiment, oser regarder qu'est-ce que mon petit hamster me dit. Et effectivement, si on s'aperçoit que le petit hamster apporte des préoccupations, d'un vocabulaire, des choix de mots qui tournent autour de la COVID-19, qui tournent autour de pourquoi, qu'est-ce qui va arriver, où on s'en va, ce qui peut aider, c'est de
s'arrêter, encore une fois, faire stop intérieurement, puis dire, c'est quand la dernière fois que j'ai lu des nouvelles sur Facebook ou sur Internet, ou que j'ai écouté la radio ou les nouvelles, ou que j'ai écouté un reportage là-dessus. Et c'est possible qu'on va se rendre compte, bien, ça fait 5 minutes. Puis avant ça, c'était il y a 5 minutes, puis on se rend compte qu'il y a une grosse partie de ma journée qui sert à aller chercher de l'information. Oui, ça va nourrir le hamster. C'est certain que la réponse est oui. Alors, on voit beaucoup de recommandations qui disent autant que possible, limitez les informations que vous avez. Et j'apporterai une nuance à ça parce que ce que je vois que mes patients font, c'est que, encore une fois, le cerveau humain, il veut se sentir mieux. Alors, on voit certains patients qui ont comme une switch on-off. Donc, si je regarde trop d'informations, mon petit hamster se fait aller, alors je vais arrêter complètement de regarder les informations. Et là, il y a un autre hamster qui apparaît qui est, oui, mais du coup, qui manquerait de l'information. Alors, moi, j'invite souvent à développer le rhéostat, vous savez, ce qui nous permet de moduler la lumière. Et là, ce rhéostat-là, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, la façon que je prends de l'information, est-ce que ça m'aide à avoir une vie qui a du sens dans les circonstances? Est-ce que je me sens cohérent avec ce qui compte pour moi? Une des choses qui peut aider, c'est par exemple de limiter le temps où je vais regarder les nouvelles. Donc, de se dire, ben moi, je préfère regarder les nouvelles, le bulletin de nouvelles à 6 heures le soir, ou je préfère regarder le point de presse à 1 heure de l'après-midi, ou alors de limiter d'où je prends les informations. Mais c'est pas peut-être une chose importante à souligner, Weston, vraiment, surtout dans une situation comme celle-ci, où la personne remarque que son hamster se fait vraiment beaucoup aller, c'est de s'assurer d'aller chercher de l'information qui est la plus, comment je dirais, la plus sûre possible, celle qui vient de sources les plus documentées possibles. Par exemple, les réseaux nouvelles connues ou si on parle d'une préoccupation qui concerne la COVID-19 et le diagnostic de cancer, de s'en remettre avec ce que notre médecin nous a dit en fonction de notre diagnostic à nous et de nos paramètres individuels. Et ce n'est pas toujours évident pour la bonne et simple raison qu'on est devant de multiples propositions de réseaux d'information en continu. Que ce soit à côté des Américains par curiosité, que ce soit chez nous sur un des 2 réseaux principaux. Mais ce qu'on devrait peut-être faire, et ce que j'entends dans votre discours, c'est qu'on devrait peut-être se limiter à peut-être le bulletin de 8 heures le matin, la rencontre de 11 heures avec Dr. Arruda, c'est-à-dire avec le Premier ministre du Canada, et celle d'1 heure avec Arruda. À 1 heure. Et ensuite le bulletin de 6 heures. Est-ce que ça, ce serait trop, par exemple, selon vous? C'est possible que ça soit tout à fait pertinent pour une personne et que l'autre personne, ça soit trop. Alors, ma façon de répondre à ça, c'est plus un peu comme quand on apprend le diagnostic puis qu'on est prêt à vivre avec la maladie. On va travailler avec l'idée de tout ça, tout ce que vous passez au travers, tout ce que vous ouvrez à faire, c'est au service de quoi qui compte pour vous. Qu'est-ce qui est fondamentalement précieux pour vous? La plupart du temps, les gens vont me dire mes enfants, mes petits-enfants, me sentir en vie, sentir que je fais une différence. Alors, pour répondre à votre question, Weston, si une personne me dit moi, regarder les nouvelles à 8 heures, à 11 heures, à 1 heure et à 6 heures, ça me permet de me sentir en sécurité, ça me permet d'être cohérent, puis ça me permet de me sentir connecté avec les gens que j'aime, alors on le garde. Si la réponse est non, mon petit hamster, il se fait aller, puis je suis en train, par exemple, de faire une rencontre virtuelle avec mes petits-enfants, mais je m'aperçois que je ne suis pas vraiment avec eux parce que je suis complètement habitée par les préoccupations de la COVID-19. Alors, on va regarder ensemble, est-ce que c'est possible qu'il y ait trop d'informations? Est-ce qu'on peut diminuer un? Parce que Par exemple, en enlever un des 4 qu'on vient de dire tout à l'heure. Parce que ça risque de devenir une obsession. Et, oui, le risque est là, c'est que ça devienne une obsession tout à fait.
Oui, exactement. et là, le fait d'avoir de l'information qui vient en répétition, en fait, ce qui se passe pour la COVID-19 est exactement la même chose qu'on voit quand on reçoit un diagnostic, puis qu'on se met à lire tout ce qui existe sur Internet ou qu'on va chercher des informations sur notre ami ou l'autre personne qui a vécu le diagnostic, puis qu'on pose des questions. C'est exactement le même phénomène. Hein? Donc, aller chercher de l'information, c'est parce que ça nous donne une sensation de contrôle, alors ça diminue le stress psychologique tout à l'heure, quand on a parlé du ciné. Et parfois, avoir trop d'informations, ça a l'effet inverse. Et ne pas avoir assez d'informations, donc couper complètement toute source d'informations, peut aussi augmenter le stress. Donc, c'est pour ça que ce qui aide, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'effet que ça a sur moi. Ce que je fais comme comportement, là, est-ce que ça me permet de me sentir en sécurité et d'avoir une vie qui a du sens? Bien, la même situation existe pour les gens qui souffrent ou qui ont appris qu'ils souffraient d'un cancer de la prostate. C'est qu'on se jette corps et âme sur la recherche Internet pour avoir des réponses à nos questions, au lieu tout simplement de faire confiance à son Oui, urologue ou son onco-urologue qui lui donne l'heure juste, comme par exemple ce qu'on fait sur le site de procure.ca, où on peut rejoindre quelqu'un qui est spécialisé assez facilement, et les conférences qui sont données par Procure qui vont dans ce sens-là de ce que vous disiez tout à l'heure. Et j'ai une autre question ici qui est, je trouve, intéressante. Alors, ça concerne la conjointe d'un de nos invités. Winston, je dois vous... Oui, je m'excuse. Est-ce que vous m'avez dit quelque chose? Je ne vous ai pas entendu là. La communication est très assurée, alors j'essaie de deviner ce que vous avez dit, mais j'ai cru comprendre que vous parliez effectivement de cette quête d'information dans laquelle on peut voir certaines personnes se jeter corps et âme. Voilà. Et en fait, c'est que ça vient nous illustrer que lorsqu'on fait face à un stresseur, comme qu'on comprend par le ciné, hein, comme la perception de ne pas avoir le contrôle, l'incertitude, la nouveauté, la menace à ma vie, l'être humain peut avoir 3 types de réactions. Il y en a une que ça va être d'aller chercher de l'information. On appelle ça une réaction très proactive. On essaie de trouver des solutions. Mais on peut avoir une autre réaction qui est celle de la fuite. Donc, de ne pas vouloir avoir d'informations, de ne pas regarder les nouvelles, de vouloir se distraire, de vouloir être beaucoup accroché avec l'idée de ça va bien aller, tout va être correct. Et puis, une troisième attitude qui est possible, c'est celle de figer. De figer, d'être complètement... avoir une sensation d'être submergé par tout ce qui se passe puis de se sentir paralysé. L'impuissance. Et oui, on peut avoir de l'impuissance à ce moment-là et se sentir comme si on était dans un autre monde, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Ce qui est précieux pour moi, Winston, c'est de transmettre le message que peu importe le type de réaction qu'on a, ces réactions-là sont humaines, elles sont attendues et elles vont aider à court terme. Ça, c'est officiel qu'elles vont aider à soulager la pression, que ce soit une réaction qui soit active, une réaction qui soit plus dans la fuite ou une réaction qui soit dans l'anesthésie. C'est à long terme. C'est qu'après un certain temps, le stress va revenir ou l'anxiété va revenir, le questionnement, le petit hamster va revenir. Et l'antidote à ça, c'est de se donner la permission de ressentir le petit hamster, de l'entendre, de ressentir que peut-être que je ne sais pas quoi faire avec tout ça. Mm-hmm. Et ça peut apparaître étrange comme attitude, et pourtant, c'est celle qui va nous permettre de pouvoir aligner notre comportement, hein, de pouvoir choisir qu'est-ce que je vais faire après. Hein, donc, je repense par exemple à la personne au tout début qui dit, ben moi, je fais plein de choses, puis là, je suis rendue que je ne sais plus quoi faire. Si je lui parlais, il y a des fortes chances que je me rendrais compte que ces choses-là qu'elle a fait, c'était peut-être pour essayer de ne pas ressentir le stress et l'anxiété associés à la situation qu'on vit en ce moment. Donc, une piste, c'est de se dire, bien,
même en présence de la COVID-19, en présence du confinement, en présence que peut-être que les traitements ont été retardés ou que mes rendez-vous avec les médecins sont plus par téléconsultation, en présence de toutes ces choses-là difficiles, qu'est-ce qui peut continuer à avoir de la valeur pour moi dans ma vie? C'est une question qui est fondamentale. Ben, je pensais à une question concernant la chirurgie de la prostate d'un de nos amis qui a été reporté. Et on a dit que mon cancer n'étant pas à haut risque de progression, on pouvait attendre. Alors, j'ai de la difficulté à relativiser tout ça. Je suis en suspens, j'ai peur. Comment mettre tout ça en perspective? Déjà, je félicite votre ami d'avoir trouvé les mots, de l'avoir nommé, d'avoir dit qu'il avait peur, parce qu'une des choses pour le mettre en perspective, c'est déjà de se donner cette permission-là, que c'est naturel que cet homme-là ait peur, peut-être même qu'il est fâché de ce qui est en train de se passer. Oui, il y a une situation qui est pour le bien collectif, il en demeure qu'on est quand même avec une situation individuelle. On a nos vies à nous individuelles, nos réactions à nous. Et une des façons de mettre ça en perspective, c'est déjà de se donner comme un cadeau qui est je peux me donner la permission d'être fâchée, de ne pas comprendre ce qui arrive. Ensuite, une fois qu'on l'a reconnu, une des choses, c'est d'en parler autant que possible avec des personnes de confiance, de nommer ça, puis de s'apercevoir, de se dire, bien, quand j'en parle, est-ce que j'en parle parce que j'essaye par toutes sortes de façons d'avoir un contrôle sur la situation? Voyez-vous, de faire changer les choses? Ou est-ce que j'en parle de façon à prendre soin de moi? Et une des choses qu'on voit, c'est que j'ai certains patients qui réagissent. Tout à l'heure, on a parlé de 3 types de réactions. Il y a des personnes qui sont très, très compliants et qui ne posent pas suffisamment de questions aux équipes médicales pour comprendre ce qui est arrivé. Ou comprendre, ça veut dire quoi un cancer qui n'est pas à haut risque? Sur quoi c'est basé ce choix-là qui vient d'être fait? Qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, déjà d'avoir de l'information sur, on appelle ça le consentement éclairé, ça aide à pouvoir faire face à la situation. Pour d'autres patients, ça a été fait, ça. Ils l'ont fait. Ils ont posé les questions, ils ont reçu les réponses, ils le comprennent intellectuellement et ils continuent d'avoir à l'intérieur d'eux une sensation de frustration, d'être moins important que la COVID-19, par exemple. Et cette sensation-là, elle est humaine et c'est important d'en prendre soin. Surtout, on peut avoir tendance, nous, les humains, à se dire, ben, je vais le mettre en dessous du tapis. Parce que dans le fond, c'est peut-être pas si important que ça que je sois fâchée. Alors que de fait, ça parle qu'il y a quelque chose qu'on a la sensation qu'on nous enlève quelque chose. Et je ne vous dis pas que le fait d'en prendre soin va faire partir la frustration, mais chose certaine, on peut apprendre à devenir ami avec la frustration. Docteur Audet-Lapointe, jusqu'à date, vous confortez d'une certaine façon bien des gens qui nous écoutent en ce moment. J'aimerais dire que la première semaine, jeudi dernier, il y a quand même tout près de 200 personnes qui étaient à l'écoute, qui étaient présents sur le site de procure.ca. Et aujourd'hui, j'imagine qu'il y en a tout autant. Et les questions, la somme de questions qu'on a reçues le prouve bien. Et une question ici, mon oncologue a reporté mes traitements de chimio, me disant que le risque d'attraper le COVID-19 était plus important pour ma santé que mon traitement. Alors, j'ai l'impression qu'on vient de m'enlever 6 mois de vie et on est, ma conjointe et moi, tout à fait bouleversés, surtout ma conjointe. Et je ne sais pas comment la consoler. Qu'est-ce que vous me conseillez? D'y aller, j'espère que ce que j'ai répondu un peu tout à l'heure peut aider cette personne-là. Déjà de se dire que, wow, c'est des mots, c'est des paroles vraiment très difficiles d'avoir entendu que le risque d'avoir la COVID-19 est plus grave que d'avoir le traitement, de se dire j'ai 6 mois de vie qui est enlevé. C'est sûr qu'il va y avoir une réponse de stress qui est associée à ça.
Ma première réaction, c'est vraiment d'inviter cette personne-là à, autant que possible, à écrire ce qu'elle a compris à l'infirmière pivot ou à l'oncologue pour qu'on vienne préciser le choix qui a été fait pour cette personne-là dans son contexte, avec le type de cancer, avec le type de traitement qu'elle pouvait bénéficier, avec son âge, parce que là, répondre à cette question-là, plus que ça serait difficile pour moi parce qu'il manque des éléments. Par contre, au point de vue psychologique, c'est important de reconnaître que c'est une charge émotionnelle très forte et il y a vraiment un sentiment, ce que je peux saisir, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice qui a été activé. La ministre McCann racontait ce matin, ou peut-être que c'était hier après-midi, que pour ce qui est des interventions, des opérations, il y a déjà 34% des opérations qui étaient en attente, qui ont eu lieu à date. Et plus ça va aller, plus ça va être possible que les gens qui étaient en attente d'une opération puissent l'obtenir. Il y a ici le cas d'une personne, d'un couple. C'est un couple, ils sont dans un petit appartement et ils sont comme envahis par la COVID-19 et ils se demandent comment faire pour ne pas se piler sur les pieds puis rester quand même de bonne humeur face à l'autre. Ce n'est pas une situation facile. Dans un petit appartement, là. Clairement. Tout à fait. Oui, tout à fait. Clairement, c'est vraiment, les éléments sont tous là pour faire en sorte qu'on ait une sensation de presto à l'intérieur de nous. Déjà, ce qui est très aidant pour ce couple-là, c'est d'avoir osé se le nommer entre les deux. Et donc, on a déjà un échange d'une communication qui est, bien, toi et moi, on a quelque chose qui est partagé. Hein? On a une sensation qui est partagée, qui est qu'on se sent brimé dans la liberté, puis qu'on a un peu peur de finir par se disputer l'un sur l'autre. Alors, déjà, il y a une des clés qui a été faite, c'est celle de oser nommer les choses. L'autre clé, c'est de garder en tête que bien que l'autre personne puisse faire des choses imparfaites, puisse faire des choses qui sont difficiles à vivre, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'autre personne, notre proche, fait de son mieux. On fait tous de notre mieux dans la situation et que chaque individu a besoin d'avoir une espèce de station de ravitaillement. Alors, ce qu'on invite dans une situation, quand l'appartement est petit, dans les contextes dans lesquels vous décrivez, c'est qu'ensemble, on découvre qu'est-ce qui pourrait être possible d'aménager comme espace pour que je sente que j'ai mon moment à moi. Alors, ça peut être d'utiliser des oreilles comme moi, là, en ce moment, les écouteurs pour avoir de la musique qui me convient. Ça peut être, si c'est possible, si l'équipe médicale est d'accord avec ça, d'aller faire des marches de 15 minutes seul, en solo. Donc, de vraiment, même à travers la proximité physique qui existe, de garder des espaces pour se ressourcer de façon individuelle. Et de humaniser aussi à l'intérieur de soi que c'est tout à fait attendu que de passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en proximité physique, bien sûr qu'on finit par se taper sur les nerfs, c'est humain que ça arrive. Une question peut-être, merci Marika, une question peut-être qui touche l'intimité, qui touche davantage l'intimité. On sait que les gens certaines personnes qui souffrent d'un cancer de la prostate ont des difficultés sur le plan sexuel, la sexualité est hypothéquée. Cette personne-là, cet homme-là, sans son intimité, prend de plus en plus le bord parce que tout l'espace est occupé par la COVID-19. Alors, quoi dire à quelqu'un qui a un problème de cet ordre-là? On parle d'intimité ici. J'amènerais ce que je dis avec mes patients à ce moment-là, c'est on essaie de regarder qu'est-ce qui compte dans ce geste de la relation sexuelle. Qu'est-ce qu'on essaye d'aller chercher? C'est quoi le besoin à travers ça? Et au-delà de la décharge par la satisfaction sexuelle, assez régulièrement, quand on creuse, on s'aperçoit que c'est un besoin d'être en connexion avec l'autre.
Un besoin d'être en connexion, d'être en sécurité, d'être en partage. Une fois qu'on l'a nommé ça, on peut s'apercevoir que oui, une façon d'être en connexion, c'est par la sexualité, par la pénétration, et c'est aussi par le regard, par la communication, par le toucher, par la présence avec l'autre, et aussi de faire de l'espace pour oser se dire, hein, se donner la permission à soi, dire à l'autre, ça me frustre que ça soit pas comme avant. Je suis fâchée de ça. Vous savez, Weston, un autre élément clé que j'aimerais partager avec les gens qui nous écoutent en ce moment, c'est que parfois, on fait une confusion avec le terme « accepter ». Depuis tout à l'heure, quand je parle beaucoup d'ouverture, d'accueil, de reconnaître que c'est humain, que c'est naturel. Et puis, des fois, on voit qu'il y a le terme « accepter ». Accepter que ma sexualité ne sera pas pareille, accepter qu'il y a la COVID-19, accepter. Et accepter en français, ça veut vouloir dire oui. Et il y a des choses auxquelles on n'a pas envie de dire oui. Parce que si on avait pu le choisir, on n'aurait pas dit oui. Alors, des fois, se donner la permission que j'ai pas envie de dire oui, ce à quoi j'ai envie de dire oui, c'est le fait que c'est difficile à ressentir et que là, je me retrouve devant un choix. Parce qu'on ne choisit pas ce qui s'est passé, mais le choix que j'ai, c'est comment je vais vivre avec tous ces obstacles-là qui se présentent dans ma vie. Quelle est ma relation avec ces obstacles? Est-ce que je veux avoir une vie où le plus de mon temps est comme en lutte contre ça? Ou est-ce que je suis prête à l'autre scénario, à faire de la place, à m'ouvrir, à m'accueillir au fait que c'est difficile, qu'il y a des choses qui ont besoin d'être ajustées. Et avec courage, ça serait quoi? Les actions que je suis prête à faire différemment pour garder en vie ce qui est vraiment précieux pour moi, que des fois j'appelle comme la mission. Hein, vous avez peut-être lu, Weston, les écrits que les astronautes nous ont partagés pour nous aider à faire face au confinement, à faire face au COVID-19. Puis si on les regarde, la majorité, là, à moins qu'ils se soient tous consultés avant, la majorité des astronautes nous disent que ce qui aide à traverser un confinement, ce qui aide à traverser un défi qu'on n'a pas nécessairement choisi, c'est de garder le cap sur la mission. Au bout du compte, traverser tout ça, ça va me permettre de me rapprocher de quoi qui est vraiment précieux pour moi. Ça va me permettre de transmettre quoi aux gens que j'aime, qui comptent pour moi. Hein? Donc, ça aide aussi à reprendre une sensation de contrôle. Est-ce que ça pourrait vous aider si je vous présentais une autre image que j'avais prévue pour nos auditeurs? Absolument, absolument. Allez-y, on vous écoute. Donc, à tous les auditeurs, vraiment, je tiens à m'excuser si vous voyez un peu de maladresse dans la recherche des images. Donc, ce que je suis en train de vous parler, hein, Weston, c'est qu'est-ce que je fais quand je remarque que je suis coincée dans une boucle ici pour essayer d'arrêter de souffrir? Puis comment est-ce que je peux m'orienter vers la mission, vers ce qui est précieux pour moi? Des choses qu'on s'est rendu compte, c'est ceci. Il y en a deux. Une des premières choses, c'est de faire un stop, comme quand on conduit la voiture. Donc, c'est de s'arrêter, de tourner son attention vers qu'est-ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur de moi, de m'ouvrir et de prendre action vers ce qui compte. Et des fois, prendre action vers ce qui compte, hein, cette image-là, elle a fait beaucoup le tour de Facebook. Il y a des fortes chances qu'on ait des auditeurs qui l'ont déjà vu. Absolument. Et qui vient résumer ce que je vous ai présenté. Parce que tout ce qui est en noir, c'est pas mal tout ce qui était dans les obstacles et la souffrance tout à l'heure. Hein? Puis, c'est perçu souvent comme des éléments de stress. On va chercher à faire, on n'a pas nécessairement de pouvoir sur ces choses. Mais si
oriente mes actions vers ce sur quoi je sens que je peux agir. Par exemple, sur ce que je dis. Et ça, c'est pas mal mon dada, ce que je vois beaucoup faire mes patients puis que je vois qui les aident, c'est de porter mon attention sur ce que je choisis de faire. Hein, ce que je choisis de faire, sur comment je choisis de parler. Puis peut-être que des fois, je vais avoir parlé d'une façon que c'était pas celle que je voulais faire. Le fait de m'en rendre compte, bien, je peux revenir. Il est toujours temps de revenir sur des choses qui ont été dites. Et ça, c'est qu'est-ce que j'apprends de mes erreurs. Hein, sur ce que j'écoute, donc ça vient en lien avec ce qu'on a parlé, Winston, hein, ce que j'écoute, combien de fois j'écoute le programme télévisé, les nouvelles, ça peut être ce que je lis aussi. Et je peux contrôler mes efforts, c'est-à-dire où je mets mes énergies, où je dépense mon énergie. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque je dépense beaucoup d'énergie à essayer de contrôler, d'avoir un pouvoir sur tout ce qui est marqué en noir, la sensation que j'ai à l'intérieur de moi, c'est souvent l'épuisement. Une sensation d'acharnement, d'épuisement, d'insatisfaction. Quand je mets de l'énergie à mettre mes comportements sur ce que je peux contrôler, tout d'un coup, il y a comme un sentiment d'ouverture, plus d'épanouissement qui se passe. Et dans la situation, déjà, ce que je vais vous nommer, je le disais avant la COVID-19. Je vais le dire avec encore plus de gentillesse et de souhait que vous allez le saisir, c'est que non seulement vivre avec le cancer nécessairement amène une situation de stress psychologique, le fait que ça soit surajouté avec la COVID-19, on est clairement dans une situation que c'est humain de ressentir du stress. Peut-être pas tous les jours, peut-être que ça varie. C'est humain d'avoir ces sensations-là. Et ce qui compte dans un temps comme ça, c'est une fois par jour de faire une action où on se donne la permission de se faire plaisir, de faire quelque chose qui nous nourrit, nous, émotionnellement, qu'on sent qu'on s'est fait plaisir. Puis des fois, bien, ça se peut que se faire plaisir, ça va être, par exemple, de faire un modèle de l'ébénisterie ou d'abattre un mur dans une salle de bain, où j'essaie de trouver des choses qui sont plus masculines, ou de jouer avec des choses plus électriques ou des trucs comme ça. Puis c'est possible que l'entourage se dise, oui, mais il me semble que ça te ferait donc du bien si tu parlais. Hein? Mais des fois, se faire plaisir, prendre soin de soi, c'est pas nécessairement de parler. Ça se peut que ça soit de faire des choses. Alors, c'est très révélateur, hein? Cet organigramme, il est vraiment très révélateur et nous allons le mettre sur la page, une des pages de procure.ca parce qu'il y a plein de réponses à des questions dans ce simple organigramme. Simple. Oui. Ça n'a pas été simple. Dans le simple ici, le deuxième ici, c'est vraiment une traduction d'un collègue australien qui a proposé cet acronyme-là pour faire face au COVID. Et donc, voyez-vous, la première suggestion qu'on dit, c'est de focusser sur ce qu'on peut contrôler. Donc, l'image que je viens de vous présenter. Ce qu'on a parlé en début ensemble de notre discussion, accueillir, ouvrir les pensées, les sentiments, le hamster, les émotions difficiles, tout ce que je ressens, il y a une raison pourquoi c'est là. De se connecter à son corps, c'est-à-dire où je ressens ces pensées-là, où je ressens ces émotions-là, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi, et de m'engager dans ce que je fais. Quand je fais une action, je le fais parce qu'elle est engagée et je la choisis vers ce qui est significatif pour moi. C'est la petite boussole que je vous parlais tout à l'heure. Qu'une des façons de pouvoir composer avec la situation, c'est d'agir avec ouverture, de se permettre d'être humain, de se permettre d'être imparfait, de clarifier nos valeurs, de clarifier vers où on veut se rendre, d'identifier les ressources, parfois notre réseau social, nos propres expériences. Hein. Les ressources, c'est aussi ce à travers quoi je suis déjà passée. À travers notre vie, on a tous passé à travers des épreuves, on a tous passé à travers des situations qui étaient difficiles, puis on a appris des choses. Donc, ça peut être d'identifier les ressources qui sont à l'intérieur de moi et aussi d'identifier les ressources professionnelles qui peuvent me soutenir.
Moi, je vais vous envoyer vraiment des ressources qui sont sécuritaires pour aller chercher de l'information de comment faire pour composer avec la situation. Et bien sûr, dans le cas du COVID, on parle de la désinfection et de la distance physique. On parle de distance sociale dans le sens de se mettre à distance des rencontres sociales, mais ce qui compte à mes yeux, c'est de dire que distanciation physique et sociale, ça ne veut pas dire distanciation émotionnelle. Au contraire, c'est le temps d'être en proximité émotionnelle avec les gens qui sont importants pour nous en appliquant des situations des moyens sécuritaires, comme ce qu'on fait en ce moment. Alors, Marika, dites-moi, quand consulter et où aller consulter en période de COVID-19? Alors, une des choses que je peux vous dire, c'est que nous, les psychologues, la majorité des psychologues qui sont en cabinet privé, on offre le service en télépratique, comme ce que je fais présentement avec vous via Zoom. C'est ce qui est recommandé par la santé publique, c'est ce qui est recommandé aussi par l'Ordre des psychologues du Québec autant que possible pour protéger le déplacement des patients. Donc ça, c'est une des choses, c'est que vous pouvez appeler au service de l'Ordre des psychologues du Québec ou vous pouvez regarder sur le site de référence de l'Ordre des psychologues du Québec, choisir la spécialité cancer et puis appeler les personnes pour voir s'ils font de la télépratique. Donc ça, c'est une chose. Il y a énormément de lignes téléphoniques qui ont été ouvertes pour la COVID-19 pour avoir du soutien. Et ces lignes-là, ces services-là sont documentés dans une page web qui a été faite par le site de l'Ordre des psychologues du Québec, spécifique à la COVID-19, facilement accessible pour le public. Vous allez aussi y trouver beaucoup de suggestions, d'outils pour vous aider à passer et à être accompagné. On est dans une période où on a besoin d'un soutien à la résilience. C'est comme si on mettait de l'engrais dans nos habitudes pour faire pousser de la résilience. La résilience, ça veut dire de continuer de vivre en donnant un sens au trauma. J'aime ce que j'entends, Marika. Et pour conclure, j'aimerais vous mettre devant deux concepts qui pourraient s'opposer, mais qui, dans mon esprit, peuvent très bien être complémentaires l'un de l'autre, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre et aussi le laisser aller. Pouvez-vous me donner vos pensées là-dessus? La façon de... Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est en fait, ce qui unit les deux concepts, c'est la notion de contrôle. Alors, dans un contexte où, par exemple, je mets beaucoup d'énergie sur quelque chose que je peux contrôler, sur lequel, quand je fais une action, il va y avoir un résultat, on va avoir ce sentiment-là de s'épanouir, qu'on peut appeler de succès ou de satisfaction. Et quand est-ce que je peux m'ouvrir, avoir l'ouverture, ou si vous voulez, on peut employer le terme laisser aller, lâcher prise. C'est quand je m'aperçois que en dedans de moi, j'ai comme une impression d'acharnement, j'ai l'impression que ça avance pas, que je suis, comme on dit en bon québécois, je spin dans le beurre. J'en fais, mais il n'y a rien qui change. Les chances sont élevées que c'est parce que je suis en train de mettre beaucoup d'énergie sur quelque chose qui est non contrôlable. Et une des choses qui est non contrôlable, c'est ce petit hamster-là. Ce petit hamster qui tourne tout le temps dans notre tête, les émotions qui nous arrivent, que ce soit de l'indignation. Moi, je vais y aller avec les émotions qui sont plus désagréables à ressentir, que ce soit l'indignation, l'injustice, la tristesse, la colère, la frustration, l'incompréhension. De toute ma carrière, je n'ai pas vu aucun de mes patients m'arriver puis me dire, moi, ce matin, je me suis réveillée en me disant, j'ai envie de vivre de l'indignation aujourd'hui. Non, c'est arrivé. C'est comme ça. Il y a une situation, il y a une pensée, l'émotion arrive comme ça. Et je montre l'intérieur parce que les émotions sont plus à l'intérieur de nous, les pensées sont à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui fait partie de notre monde privé. Et le monde privé ne répond pas au contrôle.
Winston, si vous voulez, on peut faire juste un petit exercice très, très, très rapide, mais je vous mets au défi pour les 10 prochaines secondes de ne surtout pas penser à la Tour Eiffel. Est-ce que vous avez eu l'image de la Tour Eiffel? Presque immédiatement. Ah ben là, non, vous avez échoué. Je vous ai dit, ne pensez pas à la Tour Eiffel, voyez-vous. C'est comme ça, le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Alors, quand on parle d'accepter ou d'ouverture ou de lâcher prise, c'est dans ce sens-là. C'est de se dire, ben, je fais le constat qu'il y a plus de chances que je vais me sentir en cohérence, que je vais me sentir vivant si je prends le parti que les humains, on pense et on ressent et que toute la gamme des émotions, toute la gamme des pensées sont là pour venir, ils ont un rôle à jouer. Et quand on a un petit hamster qui tourne et qui nous envoie sans arrêt des pensées qui nous font peur, c'est parce que notre cerveau, il veut une chose, il veut nous protéger. Il veut nous protéger, il veut nous mettre en sécurité. Alors, l'antidote, c'est de s'ouvrir, s'en rendre compte, puis de se dire, est-ce que ça fonctionne ce que je suis en train de me dire, ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça fonctionne pour me donner un sentiment de sécurité dans un contexte où des fois, je n'ai pas le contrôle? Ça peut aider et c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Alors, Marika Audet-Lapointe, je rappelle que vous êtes psychologue, que vous êtes neuropsychologue, que vous êtes professeur associé à l'Université de Montréal. On vient de passer 1 heure ensemble et vous nous avez donné plein d'informations. Vous avez ouvert la porte à l'espoir pour la suite des choses et je vous remercie au nom de Procure et au nom de tous les gens qui sont à l'écoute en ce moment. Merci. Alors, n'hésitez pas à nous écrire, ceux qui nous écoutent peut-être depuis les 2 derniers 2 jeudis déjà. Vous pouvez nous écrire, poser vos questions à info@procure.ca et on se fera un plaisir de répondre dans la prochaine édition de Procure en parle jeudi prochain. Notre invité jeudi prochain sera nul autre qu'une experte en nutrition, Isabelle Huot. Alors, je vous invite à nous revenir à 16 heures, évidemment, pour un autre Procure en parle. Ici Winston McQuaid. Bonne fin de journée.